Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le chapitre 5, configuration de commutateur. On va débuter tranquillement. Configuration de commutateur de base. Dans le fond, on va faire un rappel sur comment que la configuration des paramètres d'origine de commutateur fonctionne, comment que on peut configurer les ports d'un commutateur. Ensuite, on va parler de sécurité du commutateur au niveau de la gestion et de l'implémentation. Comment configurer l'interface virtuelle de gestion, comment configurer la fonction de sécurité des ports pour restreindre l'accès au réseau. Donc, configuration de base du commutateur. Bien entendu, quand un commutateur démarre, dans le fond, c'est un système avec un CPU standard. Fait il va commencer par faire un post. Il va faire le minimum, un power on self-test, où est-ce qu'il va faire un test pour vérifier si tous les composants sont fonctionnels. Dans ça, dans le fond, c'est un petit programme de démarrage qu'on appelle souvent le boot, okay, ou le ROM-mon, ou bien d'autres mots, mais dans un PC, on parle souvent d'un BIOS. Okay? Puis ça, dans le fond, il fait l'initialisation de tous les processeurs, il vérifie la mémoire, etc. Il initialise aussi, dans un PC, ça initialise les disques durs, etc. Dans un système d'iOS, mais c'est de la mémoire flash, il va initialiser la mémoire flash, puis il va essayer de localiser l'image de l'iOS pour pouvoir fonctionner. Une des choses qu'il va faire, c'est que après, il va essayer de trouver est-ce que j'ai des iOS. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la variable d'environnement boot. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un usager, qui m'a demandé de faire quelque chose de spécial? Puis si la variable n'est pas définie, ben là, il va chercher dans le file system, dans la flash, est-ce que j'ai des iOS qui sont disponibles? Puis qu'est-ce qu'il va faire? C'est que s'il en trouve un, le premier qu'il va trouver, c'est lui qui va loader. S'il y a une commande boot, mais la commande boot, il va lui dire lequel de la gang chargé en mémoire. Fait que c'est à ça que ça sert la commande boot system, c'est pour y dire si il y a plusieurs boot iOS, lequel prendre. Fait que le programme qui va démarrer, un coup qu'on va démarrer, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on veut récupérer après une panne de système? Ben, on faisait ce qu'on appelait le password recovery. Ben, on peut justement faire un password recovery si on tient le fameux bouton système assez longtemps, où est-ce que là, la LED tombe de orange à verte, et ensuite on va tomber dans une commande spéciale qui s'appelle switch. Donc, avec ça, c'est une possibilité de faire aussi d'une récupération de système, parce que des fois, il n'y a pas d'iOS. Fait qu'avec le boot, dans le fond, quand on est au niveau du ROM boot, ben, on pourrait charger avec un port série un nouvel iOS fonctionnel. Bien entendu, on fait un rappel sur les voyants du commutateur. Ici, il y a des LED qui ont une signification, et il y a aussi les fameuses LED ici en haut pour dire le port 1, c'est la LED avec le triangle ici, par en haut, le triangle par en haut, le triangle par en bas, c'est pour le deuxième port ici. Fait que bien entendu, il y a la fameuse LED système, la LED aussi pour la redondance du power supply, le RPS. Puis comme il y a juste une LED par port ici, ben on peut sélectionner ces significations en jouant avec le bouton mode ici. Fait qu'ici, on pourrait dire, OK, ben je veux avoir l'état. Fait que si elle est verte, ça veut dire que tout va bien. Si elle est orange, ça veut dire qu'on est peut-être en spanning tree. Après, ben, je pourrais changer cette signification en demandant pour que ce soit l'indication du duplex. S'il m'indique s'il est full duplex ou half duplex. Il pourrait même m'indiquer la vitesse. Est-ce que c'est 10, 100? Puis il pourrait aussi m'indiquer est-ce que le port fournit du PoE. Fait que supposons dans ma switch qui fournit du PoE, je pourrais changer le mode pour arriver ici à PoE et voir tous les ports qui sont branchés avec un appareil qui demande du PoE. Comme ça me permet de savoir à l'autre bout qu'est-ce qui se passe.
Bien entendu, pour gérer à distance un commutateur, il faut avoir fait des choses. Il faut avoir mis des appareils, des paramètres IP dessus. Faut faire plein de choses. Mais la première chose qu'on fait souvent, étant donné qu'il n'y a aucune configuration, bien, on utilise souvent le fameux câble console. Okay? Fait que ça, c'est une chose. Fait que ça va être la première étape qu'on va faire souvent. On va mettre un câble bleu. Okay? Souvent, il est représenté bleu comme ça. Si on fait l'exemple ici où est-ce qu'on met un 2960, une switch 2960, okay, ici, avec un PC. Bon, ici, je vais y aller avec un serveur, parce que tantôt, ça va pas me servir. Mais pour la configuration initiale, mon seul moyen, c'est d'y aller. Oups, ça me prend un PC parce qu'on dirait que le serveur n'a pas de port console. Fait que si j'y vais avec le câble console, c'est mon seul moyen de configurer une switch, un commutateur au départ, c'est d'avoir un câble série pour pouvoir me connecter à l'intérieur. Fait que c'est représenté par ce câble-là. Souvent, les labs, les tests de Cisco nécessitent un câble bleu comme ça pour débuter la configuration. Bien entendu, au niveau de la configuration de base, ben, on va aller en configure terminal. Ensuite, on va configurer un DSVI, un des Switch Virtual Interface. Dans ce cas-ci, ils ont choisi le VLAN de Management 99. Ça pourrait être n'importe quel numéro. Des fois, quand on est pressé, on fait interface VLAN 1 parce que le VLAN 1 existe déjà par défaut. Ensuite, on met une adresse IP avec un masque. On dit no shutdown, puis à partir de là, on est capable d'accéder notre commutateur à partir d'Internet. À partir d'un réseau. Fait que vous voyez ici, j'ai un PC. Si je voulais justement connecter mon serveur avec mon commutateur, je peux y aller comme ça. Ici, on va faire un exemple. On va configurer sur le serveur une adresse. On va mettre 192.168.1.10. OK. On peut mettre aussi un default gateway à point 1. Ça nous permet justement d'avoir une adresse IP sur ce serveur-là. Souvent, des fois, on peut même se mettre une note. On va dire 192.168.1.10. Ça va nous aider plus tard si on ne s'en rappelle pas. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, OK, ben, je vais mettre aussi une annotation ici pour dire que ici, le commutateur, on va mettre l'adresse .3. Et ici, on pourrait peut-être mettre l'adresse .100. Donc là, on a nos IP adresses pour nos 3 devices. OK, fait que donc la configuration initiale ici, bon, dans Packet Tracer, je peux y aller ici avec le CLI, mais dans la vraie vie, ben, je suis obligé d'aller par le desktop, aller par une application de terminal, et ensuite, ben là, je suis capable d'accéder par port série. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller en mode de configuration, si on veut faire exactement ce qui a été déterminé ici. On peut aller dans le mode de configuration. Bien entendu, on peut s'amuser à mettre un hostname. OK, switch 1. Ensuite, l'interface, le VLAN. On peut aller avec le VLAN 1. On peut aller aussi avec le VLAN 99. Si je vois avec le VLAN 1, je vais faire un no shutdown à la fin. Puis là, il va être enable. Ici, si je fais une interface VLAN 99, comme le VLAN 99 n'existe pas. Fait qu'on va faire... bon, je vais y aller avec le VLAN 1 à la place. Plus facile pour l'instant. Je fais un IP adresse 192.168.1.3, on l'avait dit. 255.255.255.0. Là, je suis obligé de faire un no shutdown parce que l'interface VLAN 1
par défaut est shutdown. À partir de là, j'ai mon adresse IP. Je pourrais sortir de là. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait un coup qu'on a fait la première configuration initiale comme ça? On peut vérifier. Étant donné que tantôt j'ai mis mon adresse sur mon serveur, je devrais être capable d'avoir une connectivité. Fait que le ping va me permettre de voir est-ce que j'ai une connectivité avec mon serveur. Présentement, je n'ai une. Fait que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour vérifier. Fait que le ping va m'aider à vérifier. Fait que vous voyez, dans le fond, j'ai fait les étapes suivantes. J'ai mis une interface VLAN 1, j'ai mis l'adresse, fait un no shutdown. OK. Et ici, ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est un copy run start pour sauvegarder mes informations. Bien entendu, je peux aussi mettre un default gateway. Si on avait un routeur, puis on voulait aller plus loin, c'est-à-dire que la config se fasse d'un autre sous-réseau, je peux ajouter ici un default gateway. Puis tantôt on avait dit que ça serait 192.168.1.1. Je peux ajouter un default gateway et ensuite enregistrer ma configuration. Je peux vérifier la configuration avec un show run, bien entendu. Parce que là, on va voir que le default gateway est à 192.168.1.1. Notre adresse IP est à cette valeur-là. Fait qu'on a fait la configuration de base d'un commutateur pour être capable de l'accéder à distance. Bien entendu, il y a plusieurs moyens pour vérifier. Ici, vous voyez, j'ai fait un show run pour voir l'adresse IP. J'aurais pu aussi faire un show IP interface brief. Okay. Bien entendu, ça me donne beaucoup d'informations. Celle qui m'intéresse, c'est ici, parce que je suis up. Bien entendu, ici, on peut toujours utiliser des modificateurs. Si je mets ça en clavier anglais, pipe, on va voir c'est lesquels qui sont fournis ici. J'aurais pu faire include up. Puis là, ça va me donner juste les interfaces qui sont up. Fait que comme ça, on est capable de voir sur un commutateur, il y a beaucoup de ports, mais si on est intéressé juste par ceux qui sont up, on peut faire utiliser justement pipe include up. Comme ça nous donne juste ceux qu'on a de besoin et non obligé de fouiller dans les informations. Dans les choses qu'on peut configurer, dans les commutateurs, il y a plusieurs choses. Une des choses qu'on peut configurer, c'est la vitesse et aussi le duplex. Okay? Le duplex, c'est bien entendu, on l'avait vu dans CCNA 1, le fait qu'on peut recevoir ou transmettre en même temps. Tandis que AV duplex, c'est un à la fois. Soit que je transmets, soit que je reçois. C'est souvent à cause que c'est connecté dans un hub. Okay? Fait que ça, c'est le genre de configuration qu'on peut faire. Fait que on continue notre exemple. Si je rajoute ici un commutateur et je branche les deux commutateurs ensemble à travers G01 et G01, on peut toujours accélérer le temps rapidement. À partir de là, on va avoir des informations sur le duplex. Comment voir les informations sur le duplex? Quand même assez simple. Il y a une commande qui s'appelle show interface status. À partir de là, on est capable de voir est-ce que le port est on, est-ce qu'il est auto, qu'est-ce qui est arrivé. On voit ici justement que Gigabit 0 est connecté, est en mode auto à 10.100. OK? Fait que ça, c'est genre un endroit où est-ce qu'on peut voir l'état des interfaces. Bien entendu, ici, c'est auto-négociation. Si à la place, je m'en vais en mode de configuration, je pourrais décider, pour l'interface G0/1, je pourrais décider de changer soit le duplex ou soit la vitesse.
Avec mon interface, je pourrais dire speed et changer comment que mon interface va être négociée. Vous voyez ici, soit je le mets auto, 1 gig, 100 mégabits ou 10 mégabits. Fait que je pourrais dire peut-être cette interface-là, je veux qu'elle ne négocie pas d'autre chose que 100 mégabits. À partir de là, on peut voir avec un do show interface status. OK. Dans le fond, je fais dans le fond l'équivalent de show interface status. Et on voit que ici, ben, j'ai négocié 100. OK. Puis c'est pour ça qu'il y a un A ici. Si je change les deux, si on fait nos points d'interrogation, là j'ai changé le speed. Si en plus je change le duplex, je m'envoie ici, je fais duplex, point d'interrogation, et je le mets à full. Si je retourne voir le status des interfaces, on va voir que c'est négocié full et 100. On voit que ici, on a l'ajout de l'information auto-négociation. Bien entendu, il y a plusieurs choses qu'on peut configurer aussi. On peut même configurer est-ce que le port est en MDIX ou pas. Donc là, ça, c'est une autre affaire qu'on peut configurer. Est-ce que MDIX, on peut configurer est-ce qu'il est en mode auto ou pas. On pourrait peut-être même faire un no MDIX si on veut. Si on veut l'arrêter. Fait que tout ça se reflète dans le show interface status où est-ce qu'on a l'information. On peut même aussi bloquer des choses. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire. On peut changer le duplex, on peut changer la vitesse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien entendu, sauver le tout. Bien entendu, un rappel sur l'auto MDIX, dans le fond, c'est que vous voyez ici que j'ai mis un câble croisé ici. OK? J'ai mis un câble croisé parce que je reliais, dans le fond, un Data Communication Equipment avec un Data Communication Equipment. Ici, dans le fond, j'ai un DTE avec un DCE. Bien entendu, quand on joue avec le duplex, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'interface va peut-être tomber justement ici comme ça, étant donné que l'autre côté ne fait plus l'autonégociation. À partir de là, si on peut avoir ce genre de problème-là, où est-ce que là, il faut régler des fois et voir est-ce que les deux côtés sont fonctionnels. Si on y va avec la switch ici de ce côté-là, puis on fait la même chose, est-ce qu'on fait un show interface status. On voit ici que justement au niveau de G0, on est en mode auto, mais comme l'autre bord, on n'est plus en mode auto, ben il n'y a pas d'auto-négociation qui se fait, donc les statuts sont tombés. Fait qu'il faut au moins remettre un des paramètres en mode automatique. On va mettre le MDIX automatique. On va aussi mettre la vitesse. On peut la mettre justement automatique au niveau du duplex. À partir de là, vous voyez que sur l'autre switch, on est rendu up. Et après un certain, on voit ici que justement le spanning tree a commencé à faire sa négociation, à faire sa vérification. Et après un certain temps, on va tomber en mode link status up. Donc on va être connecté. C'est le genre de problème qu'on peut voir justement au niveau de la couche layer 2 quand les ports sont configurés de manière statique au lieu d'être en mode auto-négociation. Bien entendu, justement RX-TX dans un câble straight, on voit que le TX arrive dans le RX de l'autre côté. Dépendamment si c'est un DTE, ben,
ça prenait dans le temps un câble croisé pour que ça fonctionne, ou un DCE avec un DCE, ça prenait aussi un câble croisé. Mais là, présentement, avec une fonctionnalité comme AutoMDIX, ben, il va repérer comment que le câble est fait. Il va pouvoir justement se placer adéquatement. Fait qu'on n'a plus besoin de crossover dans les commutateurs modernes, étant donné que c'est fait de manière automatique. Bien entendu, on l'a déjà fait. On peut configurer un port face Ethernet en mode duplex. On peut aussi changer la vitesse, on peut changer le MDIX. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire et ça peut amener justement des problèmes comme on a vu. Fait qu'il faut comprendre un peu comment aller changer ça et comment on peut vérifier cette information-là. Une autre chose qu'on peut faire aussi, mais ça, la commande n'est pas disponible au niveau de Packet Tracer. Il y a aussi une méthode de vérification où est-ce qu'on peut faire un Show Controller et Tenant Controller sur l'interface, puis voir est-ce que le Physical Interface est en mode auto ou pas. Fait que ça, c'est une autre commande existante. Dans toutes les commandes qu'on a appris à date, il y en a plusieurs qui vont nous donner de l'information. Fait que si on les fait tranquillement, on peut voir justement que les commandes comme Show Interface, si on fait Show Interface tout court, on a tous les interfaces. Ça peut être très long à aller chercher l'information. Fait qu'on peut faire Show Interface G0/1 pour dire OK, je veux avoir juste l'information sur G01 qui va nous dire est-ce que l'interface est up, le protocole est up, est-ce que c'est fonctionnel, c'est à quelle vitesse que je suis, etc., etc. Ça, c'est une des possibilités. L'autre chose qu'on a vu aussi, ben, on peut voir le show run, le show run config, dans le fond, qu'est-ce qui a été configuré présentement à date dans le système. Vous voyez, tantôt, on a laissé le speed à 100, ben, on voit l'information ici. Dans le fond, ce qu'on voit dans un show run, c'est toutes les fonctionnalités qui ne sont pas par défaut. Comme ici, le fait que le speed est à 1000 ici, que le speed est plutôt en mode auto-négociation, que le duplex est en auto-négociation, c'est pas vu dans le showrun parce que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est par défaut. Donc, dans un showrun, montre juste les modifications qui ont été apportées. Une des choses qu'on peut des fois vérifier aussi, c'est qu'est-ce que j'avais avant de faire mes modifications. Des fois, on travaille, puis on aimerait savoir qu'est-ce qu'on avait avant les modifications. On peut faire aussi un Show Startup Config. Fait que vous voyez ici que dans mon interface, tantôt j'ai fait un save. Fait que j'avais duplex full, speed 100, no MDIX, auto. Fait que ces trois commandes-là que j'avais quand j'avais sauvé la dernière fois sont encore dans mon startup config, mais au niveau de mon show run, comme je les ai effacés et je n'ai pas sauvegardé, mais on voit juste la première entrée. Fait que ça, on peut faire des comparaisons entre qu'est-ce qu'on a en NVRAM versus qu'est-ce qu'on a présentement. Une autre chose qu'on peut faire aussi, on peut souvent faire aussi un show flash. Un show flash, ça va nous amener plusieurs informations. Ça va nous donner de l'information sur ça peut nous donner l'information sur la grosseur de la configuration. Ça peut nous donner aussi une information sur présentement qu'est-ce que j'ai comme binaire à l'intérieur de mon système. Ça peut aussi me donner des informations sur l'espace qui reste à l'intérieur de ma flash. Vous voyez ici, j'ai 59 MB qui reste à l'intérieur de ma flash. Fait que je pourrais facilement mettre un autre iOS à l'intérieur de mon système. C'est ça que ça me dit. Ça me dit que, vous voyez ici, j'ai 4 MB pour l'iOS 12.2, puis il me reste quand même 59 MB pour mettre d'autres choses. Fait que si je veux justement aller chercher un iOS plus récent sur un serveur, c'est pour ça que j'avais mis un serveur. Sur un serveur, vous voyez ici, je peux avoir un iOS plus récent pour mon commutateur. Ici, vous voyez, j'ai
2960, 2960. Je pourrais avoir un LAN base, OK, 15.0. Je pourrais aller chercher ce système-là en faisant un copy TFTP flash. OK. Fait que là, je pourrais aller chercher sur 192.168.1.10. Je pourrais aller chercher cet iOS. Fait que j'ai juste à copier ici le nom. OK. Et ensuite, ben, vous voyez, il va être copié à l'intérieur de mon système. Fait que quand je vais faire un show flash, je vais voir que j'ai 2 iOS présentement dans mon système. Fait que la commande show flash peut me donner des informations sur cela. L'autre chose qu'on fait souvent aussi, on fait souvent un show version. Avec un show version, ça va me permettre de savoir le numéro de série. Des fois, on est mêlé. Est-ce que je suis branché dans le bon à l'autre bout au niveau physique? Bien, ça, c'est une des choses qu'on peut faire. On peut aller chercher le numéro de série et aller vérifier physiquement est-ce que je suis branché dans le bon. OK, c'est bien le bon commutateur dans lequel je joue. On peut aussi avoir des informations sur la MAC adresse de base. On peut avoir des informations sur qu'est-ce qui roule présentement. C'est ce genre d'informations qu'avec un show version, je suis capable d'aller chercher. Une des choses aussi qu'on fait, on peut faire un show history. Avec un show history, ben, ça me permet de voir les dernières commandes que j'ai faites. Show IP, bien entendu, on l'a fait tantôt. Un show IP interface brief va nous permettre d'avoir de l'information sur qu'est-ce qui est là, sur qu'est-ce qui est donné comme IP adresse. On peut même aussi regarder c'est quoi les adresses MAC qui ont été pris à date au niveau du port gigabit et au niveau aussi du port F01. Fait que ça, c'est des commandes de debug qui nous permettent de voir qu'est-ce qui se passe. Si supposons justement, on retourne avec le show flash. Tantôt, on a vu justement qu'on avait 2 iOS disponibles. Fait qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller en mode de configuration terminale et justement d'aller modifier la fameuse commande boot system. OK. Fait que la fameuse commande boot system, c'est facile. On a juste à dire qu'on veut aller chercher dans le fond, le binaire de 15.0. À partir de là, on va pouvoir, quand on va faire un reload, le système, quand il va booter, il va aller voir est-ce que la variable de boot est configurée. Puis, on la voit ici avec le show boot, qu'on voit ici justement qu'il a été configuré pour aller chercher ça. Avec ici, on a des informations sur notre show boot. Si on fait un reload, dans ce cas-là, on devrait avoir le nouveau iOS qui va fonctionner sur notre système. Fait que vous voyez ici justement qu'on fait loading flash à cause que la variable de boot elle a été initialisée. À partir de là, même si on a deux configurations, si on tourne ici avec show flash, même si on a 2 iOS, puis que lui est trouvé en premier, mais le variable de boot a précédence sur ça, fait qu'à partir de là, on va être en mode, on va être avec l'iOS 15.0. OK. On a vu qu'il l'a loadé, puis quand on fait un show version, on voit aussi que c'est lui qui est présentement en train de fonctionner. Show version 15.0 SE4. Fait qu'on a ça qui est fonctionnel. Fait que ça, c'est toutes des commandes qui vont nous permettre de voir de diagnostiquer des choses dans notre système. Le show interface status, supposons ici, vous voyez dans le show, dans le fond, le show interface tout court plutôt, va nous permettre d'avoir des informations sur une interface en particulier.
Vous voyez ici F01 qui est connecté. On voit ici que c'est quoi sa vitesse de base, 100 mégabits, etc., etc. Mais une autre des choses qu'on peut voir ici, c'est les erreurs. C'est sûr qu'en Packet Tracer, il va toujours nous montrer les mêmes paquets reçus, les mêmes paquets. Ici, c'est pas fonctionnel. Okay? Dans Packet Tracer, les statistiques ne sont pas fonctionnelles. Mais ce show interface-là, dans un vrai commutateur, pourrait nous permettre de voir est-ce que ça fonctionne. Si on voit les paquets rentrer, bon, on sait au moins qu'il se passe quelque chose. Mais si on commence à avoir des erreurs, comme ici, vous voyez, il y a des erreurs d'entrée avec des CRC erreurs. Fait que ça pourrait être des indications qu'il y a un problème soit de configuration ou peut-être justement, j'ai déjà vu des cartes réseau qui ont brisé, puis à partir de là, il y avait de la misère à calculer le CRC, puis on voyait tout le temps des erreurs de CRC. Fait que ça, c'est une des possibilités. Ou sinon, ben, si le mode duplex est mal configuré d'un port et d'autre, ben, on pourrait voir aussi des late collisions apparaître. Quand on est en full duplex, on n'est jamais supposé de voir des collisions. Fait que si on commence à voir des collisions, c'est qu'on sait qu'on a une erreur au niveau du layer 2. Soit de la config ou des éléments brisés. Fait que bien entendu, dans les types d'erreurs, ben, il y a des trames incomplètes, des CRC erreurs, des collisions. Fait qu'il y a plusieurs types d'erreurs. Quand on fait du dépannage, il faut toujours se poser la question, est-ce que l'interface est activée ou pas? Si oui, est-ce que c'est des bruits de perturbation? Sinon, est-ce que c'est un câble? Est-ce que les câbles sont bons? Est-ce que le système supporte AutoMDI? S'il ne supporte pas AutoMDIX, etc., il faut vérifier ça. Puis là, bien entendu, on tourne dans ça pour essayer de trouver l'erreur possible. Fait que ça, on parle vraiment de configuration de base d'une interface pour le management. OK? Pour l'auto-MDAX, la vitesse, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est ce on voudrait faire de la gestion à distance. Quand on veut faire de la gestion à distance, on peut configurer justement est-ce que c'est accessible par Telnet? Est-ce que c'est accessible par SSH? Fait que bien entendu, il y a plusieurs commandes qu'on peut faire pour mettre en SSH. Si justement on fait sur un commutateur normal, un show SSH, qu'est-ce qu'il nous donne? Vous voyez que présentement, il n'y a aucune connexion de serveur SSH, ni en V1, ni en V2. Fait qu'il faut bien entendu avoir un iOS qui comprend le chiffrement. Le show version nous dit justement est-ce qu'on a quelque chose qui supporte le chiffrement. Comme j'ai déjà mentionné, okay, quand on parle de est-ce que je suis en mode K9, K8 ou quelque chose genre, c'est ça qui va nous donner notre fonctionnalité sur la capacité de ce iOS-là de faire l'encryption. Fait que c'est des choses qu'on peut vérifier. Bien entendu, pour aller en mode SSH, il y a plusieurs commandes. Okay? Fait qu'on peut faire... Oups. On peut faire plusieurs commandes. Dans les commandes, bien entendu, il y a les commandes qu'il faut configurer justement, avoir des clés d'échange. Une des choses qu'on peut faire justement, on va attendre quelque peu. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Une des choses, c'est programmer, faire un CryptoKey Generate RSA. Ça va nous permettre de créer des clés. Mais avant ça, il y a plusieurs choses que ça prend. Oups, excusez. Si on va justement ici, sur la switch qui n'est pas configurée. Okay, à date, ici, on n'a pas mis de nom, etc. Si on va en mode de configuration, des fois, c'est le fun de faire des jeux comme ça, parce que là, on peut essayer de voir. Supposons que je fais CryptoKey Generate. Qu'est-ce qu'il va me dire? CryptoKey Generate, RSA, General Key Modulus 1024. Qu'est-ce qu'il va me dire si je fais ça? Vous voyez, il me donne déjà des indices. La première chose qu'il faut pour générer des clés, il faut avoir un nom
pour notre switch. Fait ici, on a encore le nom par défaut. Puis il faut aussi avoir un nom de domaine. Il y a deux paramètres nécessaires pour créer des clés. C'est un nom de host et aussi un nom de domaine. Si supposons je fais juste mettre hostname, je vais l'appeler S2, puis on va voir est-ce que c'est suffisant. Vous voyez ici, il me disait t'as oublié le hostname, et ici en plus il va me dire t'as oublié le domaine name. Fait que pour que ça soit fonctionnel, il faut que je fasse les deux. Fait que il faut que je fasse IP domaine name. OK. Et à partir de là, ben, vous voyez ici, ils ont marqué cisco.com, on peut faire cisco.com. Et à partir de là, c'est fonctionnel. Je suis capable maintenant de faire une clé. Donc, ça prend toujours deux choses. Ça prend un hostname, puis ça prend un domaine name fonctionnel. Mais supposons que je veux changer le nom de ma switch. OK? Il faut que je sois capable de me débarrasser des anciennes clés. Fait que si on fait crypto, puis on fait un point d'interrogation, OK, on voit que crypto key. Vous voyez ici que j'ai une commande pour effacer les clés. Fait avant de changer le nom, supposons que je voudrais l'appeler S3 ou ALSW2, ben, il faut que j'efface les anciennes clés. Fait que ça, je peux le faire avec la commande CryptoKey 0. OK, fait que où est-ce que j'efface RSA. OK, on va voir s'il manque quelque chose. Non. À partir de là, il va me dire t'es sûr que tu veux vraiment l'effacer. Pourquoi qu'il demande ce genre d'affaires-là? C'est que ça a quand même un impact. Puis c'est long de calculer sur une vraie machine des clés. Fait que souvent, ils vont essayer de dire tu veux-tu vraiment effacer? Fait que là, on dit yes. Et à partir de là, c'est effacé. Fait que là, je pourrais justement changer mon hostname puis l'appeler différemment. Et ensuite, régénérer des clés avec ce nouveau nom-là. À partir de là, vous voyez que ici, j'avais généré des clés pour s2.cisco.com. Ici, là, j'ai généré des clés pour als2cisco.com. Fait que ça, c'est une commande des fois qui est intéressante parce qu'on peut dire, OK, comment je vais effacer mes clés pour pouvoir commencer? Fait que dans des laboratoires, des fois, ben, c'est intéressant de faire ça parce que les clés vont être différentes d'un à l'autre, puis quand il va y avoir la vérification, ça ne marchera plus. L'autre chose qu'on peut faire aussi, on peut faire changer la version, étant donné que la version 2 c'est une version plus sécuritaire. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec SSH comme configuration. On peut changer la version, mais on peut aussi changer le timeout, puis le nombre de retries. OK? Fait que ça, justement, c'est que si jamais quelqu'un veut s'essayer plein de mots de passe, ben, plutôt d'accès, on peut faire un genre de back-off où est-ce qu'on dit OK, ben, on va l'empêcher d'essayer trop d'essais à la minute en disant OK, ben je vais, dans le fond, je vais dire OK, tu n'as pas plus que 5 retries. OK? Fait qu'à partir de là, ben, il va s'essayer 5 fois et ensuite, OK, il va être, supposons comme ici, si je mets 120, pendant 120 minutes, ça veut dire 120 secondes, donc à tous les 2 minutes, il peut s'essayer 5 fois. Fait au bout d'une heure, ben, il va pouvoir avoir fait juste 150 essais. Fait que c'est le genre d'affaires qu'on peut justement jouer sur le nombre d'essais si quelqu'un essaye de hacker notre système. Fait que à date, ça, c'est les configurations. Pour connecter à distance, okay, une des choses aussi qu'on peut faire, quand on fait une connexion à distance, on peut jouer avec les lignes VTI pour justement, si on fait une progression, on peut dire, OK, on va jouer sur avec le transport, OK, avec transport input, OK, on peut configurer, est-ce que je veux que ça soit juste par Telnet, SSH ou ALL, bien entendu, ou pas pantoute. On pourrait bloquer par SSH et Telnet la configuration à distance. Fait qu'il n'y aurait plus de in-band management si on mettait none. Ou sinon, on peut dire, OK, je vais me limiter à SSH. Fait que pas de Telnet. Telnet, on sait que c'est pas sécuritaire. Fait qu'on peut dire, je vais
empêcher le telnet. Fait qu'à partir de là, mon commutateur va être justement accessible juste via SSH. Fait que ça, c'est dans les choses qu'on peut faire. L'autre chose qu'il faut faire, bien entendu, avant d'accéder notre commutateur à distance, la chose qui nous reste à faire, c'est bien entendu, ça nous prend un mot de passe avec un usager. Fait qu'on peut configurer, je t'ai rendu ici, on peut configurer un usager, un username, on pourrait mettre admin, bien entendu, c'est quelque chose qu'on fait souvent en test. OK? On peut mettre soit secret ou password, bien entendu, je vous conseille de mettre secret. On peut mettre un admin, et à partir de là, la configuration pour accéder à notre système est terminée. On peut faire la même chose ici au niveau de la switch numéro 1. On peut dire IP domain name cisco.com, bien entendu. On pourrait mettre crypto key generate RSA modulus 1024. À partir de là, on fait IP SSH version 2. Donc là, c'est configuré. Ensuite, ça va nous prendre un username avec un secret admin. On va aller en ligne console, ou plutôt en ligne VTI 015. On va dire transport input SSH. OK, fait que là, à date, on a bien fait les choses. Ah, on avait oublié le login local. Parce que présentement, oui, on a mis un username. On n'a pas dit ici, au LAN VTI, de prendre les choses locales. Fait qu'on dit login local. Ça veut dire, va au niveau de ta config pour chercher des usagers. Fait qu'on pouvait soit mettre login, ou est-ce que là, à l'intérieur de VTI, on pouvait configurer un password. OK. Fait que ça, c'est juste login, mais login local, c'est dans les username password. Donc là, c'est terminé. Fait que bien entendu, où est-ce que quand c'est terminé comme ça, on peut faire des tests. On peut dire, OK, je vais essayer à partir d'un PC. Fait que là, ici, notre PC, on va le brancher ici aussi. On va sortir de la config, on va aller mettre notre 192.168.1.100, comme on avait dit tantôt, 192.168.1.1. Puis là, avec le command prompt, on va dire, est-ce que je suis capable d'accéder à ma switch? Alors, on va commencer par faire un ping. Est-ce qu'au niveau de mon commutateur, je suis capable d'y parler avec le ping? Si le ping ne passe pas, ça ne donne rien d'aller plus loin. OK? Donc, à partir de là, est-ce que... Alors, là, on voit que le ping fonctionne. Ensuite, on peut s'essayer avec un SSH. Fait qu'on voit qu'ici, pour le SSH, il faut faire -L. Le nom de l'usager, on avait mis admin. Puis on va mettre 192.168.1.3. Password, on avait dit admin. Et vous voyez que je suis rendu capable de configurer à distance, ben plutôt de jouer à distance dans ma switch. Ici, quand je fais enable, OK, comme il n'y a pas de enable, par SSH, il va me dire cette information-là. Ça veut dire que au niveau du CLI ici, une des choses qu'on a oublié, okay, quand j'ai ça, c'est parce que dans le fond, on n'a pas fait de configuration du enable secret. Fait que si on met classe comme d'habitude, à partir de là, on va être capable de passer en mode enable. Fait que vous voyez ici, quand il dit no password set ici, c'est qu'on a oublié au niveau du commutateur de mettre un password pour l'enable, puis on n'est pas capable dans SSH
de passer en mode enable s'il n'y a pas de password. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'on voit quelquefois comme erreur. Fait en résumé, on met un nom, S1, on met un domaine, on peut générer une clé. Ça prend bien entendu pour SSH seulement. Pour Telnet, ça prend pas ça. Mais pour SSH, ça prend username, password. Ici, c'est secret CCNA. On programme le transport input SSH pour qu'il soit uniquement SSH. Il faut lui dire login local pour qu'il fouille dans ses username, password local. On peut mettre la version 2 parce qu'elle est plus sécuritaire. Et à partir de là, c'est fonctionnel. Dans les choses qu'on peut faire après, c'est des show IP SSH. Avec un show IP SSH, si je m'en vais ici, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Je fais un show IP SSH et je suis capable de voir que, justement, je suis avec un timeout de 120 secondes et un retry de 5. Ça, c'est les défauts. Okay, parce que ça n'a pas été changé, on a juste changé la version. Ça, c'est les valeurs par défaut. Si je voulais que ça change, je pourrais faire IP SSH, SSH, Authentication Retry, je pourrais mettre ça à 5 comme j'ai fait tantôt sur l'autre module. Puis je pourrais aussi dire IP SSH, timeout, 90 secondes. Fait que 5 retries toutes les 90 secondes. Et ça serait visible justement dans mon choix IP SSH. L'autre chose qui est visible aussi, okay, dans les shows, je pourrais aussi avoir un show user. Okay? Fait que ici, ça me permettrait de voir qui est connecté, puis comment. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté avec la console, puis est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté avec le VTI. Fait que vous voyez ici, j'ai quelqu'un de connecté. Oups, ici, j'ai quelqu'un de connecté par SSH, donc il est visible ici. Dans les autres choses, ici, est-ce que je suis capable d'aller dans le desktop? Bon, ici, je vais dans mon serveur, puis je fais la même chose. Je fais SSH-L, OK, admin 192.168.1.3. Bien entendu, c'est admin comme mot de passe. Je fais un enable, classe. Fait que là, je suis rendu, j'ai deux connexions SSH. Est-ce qu'ils sont visibles dans Packet Tracer? Oui, vous voyez ici que mon VTI 0, mon VTI 1, présentement, il y a deux personnes avec le même usager qui sont connectées dedans. Il y en a une depuis 3 minutes, l'autre depuis 3 secondes. Fait que comme ça, je suis capable de savoir qui est présentement connecté sur ma switch. C'est le genre d'information qu'on a aussi, ça. Fait qu'au niveau du show IP, je suis capable de voir qui est connecté et comment. Bien entendu, ça termine la première partie, où est-ce que là, c'est la configuration de SSH et des cossins, plutôt de la gestion de base d'un commutateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir, c'est au niveau de la sécurité, comment on peut sécuriser les ports autrement. Ça va être le contenu du prochain vidéo.